à tous, bienvenue à cette épreuve, ce corrigé, le corrigé de cette épreuve Passerelle 2 2016, de l'épreuve de synthèse, qui a pour intitulé l'alimentation et qui est composé de 10 documents. Alors, comme vous le savez sans doute, la difficulté par rapport à Passerelle 2, c'est le nombre de documents. Il y en a en général une dizaine. Si vous lisez tous les documents en prenant le temps, vous êtes sûr de ne pas arriver à faire votre synthèse finale. Donc, il faut aller assez vite et ne pas perdre de temps. En gros, qu'est-ce qu'on voit dans ce document 1? Les paradoxes de l'abondance. On voit qu'en gros, si vous voulez, on a le choix entre deux options. Soit l'alimentation est chère et elle est de qualité, soit elle est dégueulasse, parce qu'il faut bien appeler un chat un chat, et elle est très mauvaise pour la santé. Donc, les changements récemment, on l'a vu dans l'industrie agroalimentaire quand même, c'est qu'on tente d'aller vers plus de qualité. Les comportements également des mangeurs sont importants et il y a une grande critique du système productiviste. Le système productiviste qui consiste à faire beaucoup de quantité pour pas cher. On constate aussi que les individus, les consommateurs sont de plus en plus informés, de plus en plus responsabilités. L'idée, évidemment, comme vous le savez, c'est qu'on creuse notre tombe avec nos dents. Donc, il faut éviter de faire ça le plus possible. Les deux contraintes principales pour bien se nourrir sont le temps et l'argent. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. Il y a une autonomie difficile à suivre. À la fois, d'un côté, une volonté de maîtrise et un sentiment de domination du mangeur. De l'autre, l'anomie du mangeur qui a perte de contrôle. Et on se retrouve effectivement dans le monde contemporain dans des injonctions contradictoires assez terribles, puisque d'un côté, on a l'industrie agroalimentaire qui nous pousse à manger salé, sucré et gras, qui sont les trois goûts les plus addictifs, salé, sucré et gras. Et de l'autre côté, on a l'État et les pouvoirs publics qui nous disent qu'il faut manger, bouger, manger 5 fruits et 5 légumes par jour, ce que à peu près personne ne fait, mais qui serait la chose idéale à faire. L'idée également dans ce texte-là, c'est que manger, ce n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Donc il faut responsabiliser en resocialisant l'individu. Resocialisant l'individu dans une démarche de nourriture, d'alimentation collective. Le document 2 nous parle de l'anorexie. Comment est-ce qu'on devient anorexique? L'anorexie est une maladie mentale extrêmement grave, qui peut conduire à la mort. En général, on devient anorexique, nous dit-on, à partir d'un premier régime. C'est le premier régime en disant, bon, faudrait que tu perdes 10 kilos, tu serais tellement mieux. Puis après, on y prend goût, sans jeu de mots, on continue, et puis on n'en a jamais assez. On perd 10 kilos, 12 kilos, 14 kilos, 15 kilos, 20 kilos, et là, ça devient effectivement beaucoup trop. La prise en main, lorsqu'on est en surpoids, est nécessaire, mais le jusque-boutisme est presque pire. Donc, il faut faire très attention à ça. De l'autre côté, dans le document 3, on avait l'anorexie, un grand problème. Dans le document 3, on a le problème, évidemment, de l'obésité. Le problème d'aujourd'hui, c'est que l'obésité touche le monde entier. Avant, c'était quand même très restreint aux pays anglo-saxons, un petit peu au Mexique et un petit peu dans certains pays arabes. Aujourd'hui, ça touche absolument le monde entier. Vous avez une kyrielle de chiffres dans ce document 3 qui vous explicite cela. 28,6% d'obèses en 93, 30,5 en 2000, 31,5 en 2003, 30,6 en 2006, 31,9 en 2009.
Donc bon, le chiffre n'arrête pas de croître. Alors attention, hein, quand on parle d'obésité, il ne faut pas forcément envisager l'obésité morbide, comme parfois on le voit aux États-Unis. On voit des gens qui sont complètement difformes, qui arrivent à peine à marcher, et qui en général ont une espérance de vie très très limitée du fait de leurs problèmes cardiovasculaires. Non, on peut très 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 vite être en obésité, il suffit d'être à 10 ou 15% de plus de son surpoids. Il y a différents stades et degrés dans l'obésité, donc c'est pas forcément l'obésité morbide, mais quand même. Autre chiffre très très inquiétant, l'obésité infantile. 6% en 80, 12% en 96, 16% en 2006. 16% toujours en 2009, et il est fort à parier qu'en 2018, ce chiffre serait presque aux alentours de 20%. Un enfant sur 5 est au surpoids, bon, ce qui est un taux supérieur à la plupart des autres pays comparables. Il y a 3 causes principales pour l'obésité: la génétique, l'individuel, le socio-culturel. Et on se retrouve par rapport à la même schizophrénie qu'il y avait dans le document 1. D'un côté, l'industrie agroalimentaire qui pousse à manger gras, salé, sucré, parce que c'est addictif, que ça fait vendre. De l'autre, le pouvoir public, évidemment, qui encourage à la bonne santé, à manger 5 fruits et légumes par jour, très important de revenir là-dessus, à faire du sport et à se bouger. Donc d'un côté, on a la logique du profit de l'agroalimentaire, de l'autre, on a la logique de la santé publique des États. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les firmes agroalimentaires et leur stratégie marketing ne sont pas les seuls responsables de cet état de fait. Il y a bien sûr la génétique, ça on n'y peut pas grand-chose, et les habitudes socio-culturelles au sein des familles, le manque d'information et le manque de sport. Il y a un lien, si vous voulez, dual, d'un côté entre les parents qui informent les enfants et de l'autre, les enfants qui informent les parents. L'un déteint sur l'autre. Il faut faire très 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 attention à ce que les parents ne soient pas les seuls qui dictent leurs lois aux enfants, et encore moins les enfants qui dictent leurs lois aux parents. Parce que là, on peut rentrer évidemment dans ce que les sociologues appellent une socialisation inversée, qui peut être terrible. Très rapidement, en fait, dans l'éducation des enfants, il faut mettre en place la différence entre l'autorisé et l'interdit. L'apaisement du désagréable de la faim par le fait de prendre du plaisir de façon conviviale, sans pour autant manger des choses de nature absolument pas qualitative. Donc on a un diptyque, si vous voulez, l'autonomie de l'enfant qui est un futur adulte, de l'autre, le mimétisme via la logique de l'affectif. Très important, si on veut faire plaisir à ses parents, de manger telle ou telle chose. Très important de ne pas uniquement s'écouter soi, et donc de manger des choses de mauvaise qualité. Les cantines scolaires, malheureusement, ne sont pas très très grande qualité. La nourriture n'y est vraiment pas bonne. Les menus sont assez peu équilibrés. Il y avait des objectifs de plus de 50% d'aliments bio dans les cantines, voire de 100% d'aliments bio dans les cantines dans les 15 ans qui viennent. On en est encore très 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 loin. On a un certain nombre de parents qui ne cèdent pas à la sollicitude de la publicité et du marketing. Et lorsque c'est le cas, comme par hasard, on remarque qu'il y a bien moins d'obésité infantile chez leurs enfants. De même, là, dans le document 4, on a la même chose que dans le document 3, et on a les mêmes chiffres d'obésité, sur le fait qu'il y ait plus de 16% d'enfants qui soient obèses, sur le fait qu'il y ait plus de 30% de la population adulte mondiale qui soit obèse. On a les mêmes chiffres, donc ça veut dire que c'est des chiffres qu'il faut absolument reprendre pour faire un état des lieux.
On a un certain nombre également de recommandations qui sont produites par les États. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. C'est presque des remarques de bon sens. Le problème dans ces cas-là, évidemment, ce ne sont pas les recommandations. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient suivies des faits. Et c'est là où ça devient vraiment très, très, très difficile. Mais les résultats ne sont pas nuls. 87% des Français approuvent l'application de cette mesure. 70% d'entre eux affirment avoir mémorisé le message. Et 79% considèrent que c'est un bon moyen de sensibiliser les consommateurs sur l'importance d'une alimentation équilibrée. 21% des 15-25 ans et plus déclarent avoir modifié leurs habitudes alimentaires. Ce qui sont déjà des résultats très, 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 très honnêtes. On constate une relative efficacité des bandeaux sanitaires, mais en même temps, une banalisation du message qui, du coup, perd en acuité. Le message le plus efficace de tous, c'est le fameux « manger 5 fruits et légumes par jour ». Par contre, le message le moins efficace de tous, c'est celui qui vous pousse à faire de l'activité sportive et physique. Le problème, c'est que pour faire de l'activité efficace et sportive, il ne suffit pas d'un slogan. Il faut avant tout une volonté personnelle. Et c'est ça le plus difficile à engendrer. Document 5. Document qui nous prend un petit peu à revers, puisqu'il parle de la responsabilité de l'entreprise privée dans le culte de la minceur. La minceur est requise pour être présentée au public. Il y a une obligation de minceur dans les grandes entreprises, surtout si elles sont dans la finance, dans les assurances, chez les avocats, chez les consultants, dans les métiers de représentation. Pour être bien, il faut être mince. La minceur véhicule du positif. Et on le voit dans les chiffres ici, l'impact du physique sur la carrière et sur les revenus est quand même conséquente. Un bel homme gagnera 17% de plus en moyenne qu'un homme laid. Une jolie femme, 13% de plus qu'une fille laide. Le postulat est simple en ce qui concerne la minceur. Quand vous êtes mince, ça veut dire que vous maîtrisez votre corps. Et quand vous maîtrisez votre corps, ça veut dire que vous êtes en contrôle. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de dominant, à commencer par vous-même. Quand vous êtes gros, ça veut dire que vous vous laissez aller. Et on voit dans tout le reste du texte que la discrimination sur les personnes, on va dire, en surpoids, voire obèses, ainsi que le diktat de la minceur sont totalement acceptés par la société. On a beau dire le contraire, c'est faux. C'est voire limite encouragé. Le document 6 est un réquisitoire contre la malbouffe, réquisitoire contre les fast-foods. Ça ne correspond pas à l'art culinaire et à l'art de vivre français. Ça pousse au surpoids, mais malheureusement, la malbouffe et les mauvaises habitudes gagnent du terrain. Il y a des différences en fonction des milieux sociaux, évidemment. Plus vous venez d'une classe favorisale aisée, plus vous mangerez bien, mieux vous serez encadré, plus ce sera équilibré. Et malheureusement, plus vous venez d'une classe sociale inférieure, plus vous serez en difficulté. Classique. Alors après, les solutions sont proposées. Est-ce qu'il faut taxer les mauvais produits? Est-ce qu'il faut diminuer les portions et les tailles des canettes? Est-ce qu'il faut mettre en avant les bons plats dans les selfs? Pas évident. C'est en débat. On ne sait pas. Les consommateurs seront-ils prêts à renoncer à leur plaisir? Les industriels à leur marge? On en doute encore plus fort. Enfin, le document 7 propose un certain nombre de chiffres sur l'alimentation naturelle pour les Français. Les produits frais, viande, poisson,
fruits et légumes font l'objet d'exigences la plus forte. 71% des Français font confiance aux produits bio et les 2 tiers des consommateurs en mangent. L'achat local associe au manger sain. 72% des Français associent les produits fermiers au système naturel. 69% achètent ainsi des produits de leur région. Donc on a quand même du mieux. Document 8 de la malbouffe au mal-être, l'état de la santé des 18-35 ans. On a là un panorama de la situation des 18-35 ans par rapport à l'alimentation. Et on voit que la plupart du temps, ils mangent seuls, devant des écrans, rapidement, et qu'ils n'ont même pas la conscience d'être obèses et de mal manger. La crise économique est venue mettre en quelque sorte un terme, un frein à la crise de la convivialité. C'est avant tout pour des raisons d'argent que les jeunes mangent mal, mais c'est aussi par manque de convivialité. Bon an, mal an, le repas reste un art français. Ce texte neuf décrit les habitudes culinaires encore majoritaires du repas en commun, de la convivialité, de l'art de vivre, de l'art de la table. On déjeune, on dîne à heure fixe, c'est ritualisé, et la préparation du repas, des repas, reste une activité principale de la journée. Même si en même temps, le grignotage, le snacking, la déconvivialisation prennent du terrain. En France, manger est un plaisir culinaire et convivial. Aux États-Unis, c'est avant tout nutritionnel et physiologique. Et là, on a une grande différence culturelle entre les deux. Le repas français est vu comme étant quelque chose de très communiel, de très normé, à rebours de l'individualisme. Le snacking et l'individualisation, malheureusement, entre guillemets, prennent de plus en plus de place dans le système français. Mais, quoi qu'on en dise, pour le moment, la gastronomie en France, les 3 repas par jour, la modération, la variation alimentaire, restent des choses absolument fondamentales. Ça reste au rang des beaux-arts. Le modèle français contribue clairement à limiter l'obésité. Enfin, le document 10 n'est pas un document très joyeux, puisqu'il nous montre comment on passe de l'anorexie à de la boulimie. En gros, le document 10 est un document qui parle de l'enfer des troubles complémentaires. On alterne entre anorexie et boulimie pour un certain nombre de malades de ce genre de troubles de l'alimentation. On censure les sites faisant le plus possible, faisant la promotion de ces troubles alimentaires, mais les comportements demeurent, et c'est déjà presque un combat perdu d'avance, parce que vous fermez un site, il en ouvre un autre le lendemain. Et cette remarque de bon sens des médecins, ce ne sont pas les malades qui vont soigner d'autres malades. Criminaliser ces sites, les réguler sont quasiment impossibles. L'aide, la prévention et l'information sont des méthodes bien plus efficaces. Une fois que l'analyse maintenant de tous ces documents est terminée, je vous renvoie vers le corrigé qui va être affiché dans les secondes qui suivent. Je vous remercie beaucoup.